Bonjour, je suis Denis Peterson, le fondateur et le CEO de SpringCard. Cela fait maintenant 20 ans que nous développons des produits autour du sans contact. L'innovation, l'accompagnement de nos clients, le respect de nos valeurs sont nos moteurs. Ces valeurs sont l'honnêteté, nous sommes là pour durer et votre confiance c'est notre avenir. Le plaisir, nous sommes passionnés car nous trouvons du sens à ce que nous faisons. Et aussi, pour toutes ces raisons, et parce que nous sommes agiles et à l'écoute des besoins, nous nous croyons immortels. Toute l'équipe SpringCard et moi-même aurions préféré vous faire cette présentation en face à face. C'est donc notre directeur technique, Johan Dantan, qui va vous présenter le PUC en direct de notre bureau d'études situé dans la banlieue d'Angers. Merci d'être venus si nombreux à cette présentation. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, je suis Johan Dantan, le directeur technique de SpringCard, et comme Denis vous l'a annoncé, c'est moi qui vais vous présenter le PUC aujourd'hui. Merci d'être venus si nombreux. Évidemment, on aurait aimé vous avoir tous en direct et en face à face dans un grand centre de congrès, mais on va se contenter de cette présentation en Mondovision. J'espère que vous êtes confortablement installés chez vous au bureau, et tout de suite, on attaque. Alors, on attaque pour vous parler de PUC. Mais avant, peut-être, c'est l'occasion de revenir sur quelques informations sur le 1356. Le 1356 MHz, la fréquence porteuse des cartes sans contact de la RFID en HF et du NFC, pour que tout le monde soit au top sur les dernières évolutions technologiques depuis ces dernières années. Évidemment, chez SpringCard, ça fait 20 ans qu'on travaille dans ce domaine et on a commencé avec le monde MyFair dans les années 90 puis 2000 où une carte sans contact, c'était un objet de ce format-là. Ensuite, plus les années ont passé, plus le format s'est réduit. Les normes ont évolué. Vous voyez que nous sommes passés au niveau de la norme 14443 de la classe 1 aux classes 2 puis 3, avec des bracelets, des objets de plus en plus petits et même des cartes de paiement sans contact qui se retrouvent à avoir une antenne de demi-format et non pas du format complet de la carte pour des raisons d'embossage, tout simplement. Et les dernières évolutions de la norme nous ont amené des objets encore plus petits. Classe 4, classe 5 et classe 6, avec le développement des tags NFC, des porte-clés, qui sont des objets de plus en plus courants et en même temps qui emmènent de plus en plus de technologie avec du chiffrement, avec des cartes à puce style DSPR embarquées dans des formats microscopiques. Et en même temps, une carte sans contact, c'est aussi devenu ceci. Un smartphone désormais capable d'émuler une carte de paiement, une carte de cantine, une carte de transport, tout et n'importe quoi, dans un format différent. Donc la technologie a évolué. Les fondeurs, les fabricants d'électronique se sont adaptés aux différents formats d'antennes, ont inventé des différentes technologies de rétromodulation active pour améliorer le fonctionnement des cartes et également des composants électroniques plus modernes pour améliorer le fonctionnement des lecteurs. Et donc, c'est en surfant sur cette vague du syncrétisme, de la virtualisation des cartes dans les téléphones et en même temps des tags NFC de plus en plus petits que nous vous présentons le PUC aujourd'hui. Les smartphones, ça nous amène aussi de nouveaux usages. Vous avez forcément reconnu le logo de la marque à la pomme, Apple, qui a intégré dans l'iPhone le système de paiement Apple Pay. En fait, c'est une déclinaison du paiement sans contact classique de l'EMV, Europay, Mastercard et Visa. Et dans les livres de normes EMV, il y a la définition, depuis des années et des années, de ce qu'on appelle les Value Added Services, c'est-à-dire la possibilité d'intégrer des cartes de fidélité, du couponing ou différentes applications propriétaires à un commerçant à l'intérieur même d'une carte de paiement. Apple a utilisé cette technologie VAS, Value Added Services, permise par l'EMV, pour créer une solution qui s'est appelée Wallet NFC, qui s'appelle parfois Passkit, que nous appellerons sur le vocable général de Apple VAS. Apple VAS, c'est donc la virtualisation d'une carte dans un smartphone. C'est basé sur l'ISO 14443 partie A, mais avec un polling propriétaire spécifique à Apple qui s'appelle le Enhanced Contactless Polling, le ECP. Donc il faut évidemment un lecteur adapté, puisque c'est du spécifique, c'est du non-ISO pour pouvoir traiter ces passes.
Le modèle de transaction est relativement simple, avec une transaction dans un seul sens, c'est l'iPhone qui parle au lecteur, il n'y a pas d'authentification dynamique et la sécurité est basée sur de la cryptographie à courbe elliptique avec un timestamp pour lutter contre le rejeu. On verra tout à l'heure un exemple concret. De l'autre côté de la rue, chez les amis de Google, le système de paiement EMV est devenu Google Pay et les Value Added Services ont donné lieu à la création d'un service qui s'appelle Google Smart Tap, que nous supportons aussi avec le PUC, bien sûr. Contrairement au ECP, il n'y a pas de polling spécifique. On est basé 100% sur l'ISO 14443, donc la norme classique du sans contact. Par contre, la transaction choisie par Google a une authentification dynamique avec aussi du ECC, mais elle est beaucoup plus complexe et elle permet des choses plus complètes, on va dire, transférer des données un volume de données plus important. On verra tout ça tout à l'heure également. Si vous voulez découvrir le monde des passes sans contact, je vous invite à découvrir notre service SpringPass. SpringPass, c'est un site web extrêmement simple sur lequel vous rentrez juste votre adresse email et vous sélectionnez un pass pour iOS, c'est-à-dire un pass Apple VAS, ou un pass pour Android, c'est-à-dire un Smart App. Et quelques instants après, vous recevez sur votre boîte mail le pass à juste vous cliquez sur le lien dans votre mail et ça l'ouvre dans votre solution Apple Wallet ou dans la gestion des passes de Google Pay. Et à partir de là, vous pouvez expérimenter, si vous avez un PUC et qu'il est correctement configuré pour lire les passes, vous pouvez expérimenter avec le pass de test de SpringCard. Donc, passé cette petite introduction, nous allons pouvoir voir le PUC en détail. Alors d'abord, PUC, l'origine du nom. Pour ceux qui sont un petit peu sportifs, vous avez sans doute entendu ce nom-là dans les patinoires, puisque le puck, c'est le nom du palais de hockey pour les anglo-saxons. C'est aussi le nom pour les gens du nord de l'Irlande et de l'Écosse, d'un petit lutin sympathique, aimable, qui aide les gens la nuit, et qui a donné le nom du héros du conte d'une nuit d'été par Shakespeare. Donc c'est d'abord quelqu'un de sympathique et en même temps de sportif, le puck. Alors il se cache dans sa boîte, on va l'ouvrir tout de suite et voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc je vous présente le puck. Alors pour ceux qui connaissent le Proxenroll, vous noterez que le Proxenroll c'est celui-ci, je le mets dans le bon sens pour ne pas me faire enguirlander. Le puck c'est lui, ils ont à peu près le même format extérieur, ils tiennent dans la même boîte, c'est bien foutu. Et voici le puck sorti de sa boîte, en version illuminée pour la nuit, version boîte de nuit. Donc là, il clignote bleu, et on verra tout à l'heure qu'il peut clignoter de toutes les couleurs. Le puck, c'est un nouveau design qui est simple et qui est adapté à tous les environnements. Il est assez consensuel, il trouve sa place sur n'importe quel bureau et dans tous les environnements professionnels ou de magasins. Il reprend, donc, comme je vous l'ai dit, le même format que le Proxenroll, mais il intègre des composants électroniques de dernière génération, notamment pour la partie NFC et RFID, le front-end NXP PN5180, qui correspond à l'état de l'art pour faire du paiement sans contact, gérer les différents tags d'aujourd'hui. De plus, le PUC est conçu sur une architecture sécurisée. Elle est optimisée pour répondre aux nouveaux besoins de sécurité, notamment pour les transactions avec Apple VAS ou Google Smart Tap, mais pas que, aussi pour la lecture de cartes DESFAER sécurisées ou la lecture de cartes Calypso, avec un SAM NXP AV qui intègre le chiffrement DES, triple DES, AES et de la cryptographie à clé publique RSA, et également un cryptoprocesseur ATECC qui, comme son nom l'indique, implémente la cryptographie à courbe elliptique. C'est un composant de chez Microchip, anciennement Atmel. Alors, je vous ai parlé jusque-là du PUC de SpringCard, mais nous allons voir qu'il y a 4 PUC dans cette présentation. 4 PUC parce que nous avons décliné le hardware en différentes propositions selon le besoin du client et selon les usages que vous pressentez. Le PUC base, c'est le plus simple. Il fait, comme le Proxenroll, uniquement NFC et RFID HF. Le PUC One, nous lui avons rajouté un slot ID00. C'était un slot au format SIM, au format carte SIM, qui est destiné principalement à accueillir un SAM. Donc un SAM, c'est une carte à puce de sécurité, une carte 7816, au format coupé pour rentrer dans un lecteur,
qui implémente généralement les algorithmes d'authentification d'une carte de transport, d'une carte d'SFR. Donc, grâce à cette intégration, vous n'avez plus besoin d'avoir 2 lecteurs branchés au PC, mais vous pouvez directement mettre le SAM Calypso ou DSFR ou autre dans le puck. Le puck Blue, lui, a gagné une interface Bluetooth Low Energy, BLE, le fameux Bluetooth 4 ou Bluetooth 5 désormais, qui nous permet de l'interfacer avec des smartphones, évidemment, mais surtout sur des applications professionnelles, des tablettes style iPad ou autres tablettes Android. Et enfin, le PuckPoint qui reprend l'interface BLE et qui lui rajoute une batterie. L'idée étant d'avoir un produit qui peut se débarrasser de son fil à la patte dans les applications sur un marché en mobilité, on va dire, avec une tablette qui a son autonomie d'une journée ou de 2 jours, le Puck a une autonomie équivalente. C'est l'occasion de passer à notre première démo. Je vais vous présenter tout de suite le Puck Blue, donc celui qui fait du Bluetooth, en fonctionnement avec une tablette Android. Alors, c'est logiquement cette caméra-là qui vous montre le Puck Blue, et je vais rajouter sur l'écran la vue de la tablette. Donc vous avez tout sur l'écran. Je réveille la tablette. Voilà. Il faut que je reconnecte la tablette, a priori. Nous y sommes. Presque. C'est les joies du direct. Je vois la tablette. Elle est arrivée ici. Voilà. Donc c'est une tablette en Android, tout ce qu'il y a de plus classique. Nous aurions pu faire la démo avec un iPad, mais c'est la même démo des deux côtés. Vous avez donc ici un Puck qui est branché uniquement sur un cordon secteur, hein. Il n'est pas branché en USB, il est en Bluetooth, et la tablette, je clique en même temps à côté, se connecte au lecteur. Et là, nous avons un Puck Blue qui est en mode PCSC, on va dire, c'est-à-dire qu'il est capable d'exécuter des commandes que lui envoie une application qui tourne sur le host. En l'occurrence, le host étant ma tablette Android. Je choisis, c'est une carte bancaire, donc je choisis par exemple de lui envoyer des commandes de lecture des différents fichiers EMV, différents fichiers bancaires, et donc je vois que la carte m'a répondu avec différents status Word selon que les fichiers étaient présents ou pas. Donc nous sommes sur une mise en œuvre extrêmement simple où le lecteur BLE interagit avec la tablette grâce à une librairie que nous fournissons et que vous allez retrouver, tout à l'heure. Je vous montrerai les liens sur GitHub. Les avantages du Puck maintenant. Grande nouveauté par rapport aux générations précédentes que nous permet le PN5180 de NXP, c'est la communication avec les cartes jusqu'à 848 kilobits par seconde, alors que sur les composants RC663, les tailles d'antenne que nous avions jusque-là, nous limitions à 2 fois moins rapide, c'est-à-dire 424 kilobits par seconde. Également, c'est un processeur beaucoup plus gros, beaucoup plus puissant, qui intègre beaucoup plus de mémoire, et donc qui nous permet de supporter les APDU étendus, c'est-à-dire les IAPDU de la dernière version de la norme ISO 7816-4 jusqu'à 64 kilo. En d'autres termes, en une seule commande, vous pouvez récupérer tout le contenu d'un fichier de la carte jusqu'à 64 kilooctets. Nous supportons les dernières versions des normes. Le produit est également prétesté pour EMV et pour les normes de transport à FIMB ou RCTIF5, aussi connues sous le norme de CEN TS 16794. Alors, ils ne sont pas certifiés proprement dit, tout simplement parce que l'EMV, c'est une norme de paiement. Pour faire du paiement, il faut avoir 4 LED alignés pour faire la séquence de paiement. Nous, on ne fait pas un terminal de paiement, mais on respecte les mêmes principes de polling et de communication avec les cartes. Pareil pour le transport, il y a un certain nombre de règles de mise en œuvre qui font que le Puck est compatible, mais n'est pas forcément certifiable, en tout cas si vous ne le mettez pas dans une mécanique particulière. Et également, on suit depuis longtemps déjà les spécifications du NFC Forum qui nous assure un maximum d'interopérabilité. Par rapport à la génération précédente, nous avons aussi comme principale nouveauté le support de la norme ISO 18003 mode 3. Jusque-là, on supportait la 18003 mode 1. Alors, le mode 3, c'est la norme dite RFID HF. C'est une norme qui est poussée par le consortium EPC,
Electronic Product Code, c'est-à-dire une norme qui est destinée à remplacer les codes barres dans la grande distribution. Aujourd'hui, l'essentiel des tags RFID dans la grande distribution sont de l'UHF, mais la norme 18003 mode 3 permet d'avoir le même jeu de données sur un tag HF que ce qui est connu en UHF par EPC, et même assez facilement d'un point de vue logique, de gérer des tags bitechno. Donc c'est une convergence qui va s'affirmer dans les années qui viennent entre la RFID UHF et le HF dans le grand public, et le PUC anticipe cette convergence. Évidemment, nous sommes des gens qui sommes aussi attachés aux usages en cours, aux usages du passé, mais qui ont encore cours dans le présent. Et donc, le PUC d'aujourd'hui est toujours compatible avec les vieux protocoles cartes, notamment le protocole historique Innovatron des premières cartes Calypso. Grosse nouveauté dans cette génération de produits, il y a un seul firmware pour tous les modes et vous allez voir que le PUC supporte différents modes de fonctionnement et il passe dynamiquement de l'un à l'autre juste par un changement de configuration. Alors les modes sont listés, RFID scanner et PCSC, mais on verra qu'il y en a d'autres. Ce qui nous amène subtilement sur le chapitre les modes de fonctionnement du PUC. D'abord, le PUC peut fonctionner en mode PCSC. Je vous ai même fait la démo sur une tablette avec une communication style PCSC sur tablette, mais c'est aussi un coupleur USB PCSC quand vous le branchez sur un ordinateur, avec un driver pour Windows et le support par le projet open source PCSC Lite et son driver CCID open source également sur macOS et sur Linux. Pour le PUC Blue et le PUC Point, qui sont donc accessibles en Bluetooth depuis Android et iOS avec une librairie qui s'approche de PCSC, même si c'est rigoureusement parlant, ça n'est pas un driver, puisqu'il n'y a pas de driver sur ces plateformes-là au-dessus de Bluetooth. Vous avez les liens sur GitHub avec l'application de démo que je vous ai montré et les librairies qui permettent facilement d'intégrer ces lecteurs-là depuis vos applications Android ou iOS. Sur PC, on va commencer par une démo avec Golden Reader Tool, c'est-à-dire que nous allons, si je réussis à changer de scène, voilà, nous allons lire un passeport. Alors, il faut que je retrouve le bon lecteur, puisque là, ce coup-ci, ce produit est relié en USB sur mon PC. Je prends un passeport, je confirme à l'outil que je l'ai placé dessus, et avec un peu d'espoir, la démo va se passer. Voilà, vous voyez la lecture du passeport et l'apparition de la photo d'identité qui y figure. Donc nous avons un produit qui évidemment supporte aussi bien les cartes style paiement EMV, les cartes, les forfaits de ski, les MyFair, les tags EPC HF, et ainsi de suite, tout ça dans un seul produit. On va pouvoir fermer notre Golden Reader Tool et passer sur une deuxième démo qui est l'analyse de cartes avec le logiciel SpringCard Companion. Je vais en profiter pour vous présenter cette nouveauté chez SpringCard qui est également SpringCard Companion. SpringCard Companion, excusez-moi, encore difficile de manipuler sur 3 écrans en même temps. Voilà. SpringCard Companion, c'est une application en mode web qui tourne ici dans Chrome et qui est associée à un petit service qui est installé sur ma machine. Cette application nous permet de voir et d'accéder à tous les produits de la famille SpringCore, donc le PUC en particulier, mais tous les autres produits à venir, et de travailler avec eux. Cette application est disponible directement sur un site web, compagnon.springcard.com, et là, elle vous montre tous les PUC que j'ai connectés à mon ordinateur. Donc j'en ai un petit paquet, je vais remettre l'écran qui vous les montre, par exemple. Ici, voilà. Et quand j'en ai trop sur la table, je ne sais jamais lequel est lequel. Donc je vais chercher celui qui permet de faire du coupleur PCSC et cliquer sur le bouton Wink pour qu'il fasse ce bip bip et qu'il me dise c'est moi. Donc c'est bien lui. Ce qui va me permettre d'exclure les autres et de lancer ma démo pour faire une analyse de carte. Alors, supposons que je trouve une carte par hasard dans la rue. Alors, surtout, je ne la mets pas sur mon lecteur, ça pourrait être un virus, on ne sait jamais. Mais j'ai ce logiciel désormais qui me permet d'analyser la carte
et de me dire tout ce que, tout ce que Springcard Compagnon pense en savoir. Donc en l'occurrence, on nous dit, on part d'en bas, c'est une carte sans contact de type ISO 14443A, NFC, protocole NFCA, et c'est certainement une MyFair Mini. Maintenant, Springcard Compagnon sait faire toutes sortes d'autres choses, notamment, au-delà de la liste des lecteurs, gérer configurer les produits. Il faut juste que je réussisse à cliquer. Voilà, donc c'est là qu'on va configurer tous les produits en disant si on veut les utiliser notamment en CCID, donc en PCSC, ou en mode RFID scanner, ou en d'autres modes, et on envoie la configuration en quelques secondes directement vers le produit. Vous avez également la possibilité de mettre à jour le produit par le bouton flash. C'est une grosse nouveauté. Il n'y a pas besoin d'installer un driver particulier, il n'y a pas besoin d'installer un logiciel particulier. Le produit se met à jour directement à partir du logiciel Springcard Compagnon qui sert un petit peu de couteau suisse pour gérer tous ces produits-là. Voilà, maintenant, deuxième démonstration sur PCSC, je vais vous montrer la lecture d'un pass Apple VAS. Je vais essayer de retrouver mon application Passkit Reader, qui est l'application de lecture de pass. Je clique sur mise en route et je vais trouver un iPhone que je vais présenter sur le lecteur. Voilà, alors j'ai toujours des problèmes avec mon doigt qui, étant mouillé, ne marche pas forcément sur ce lecteur d'empreintes digitales. Voilà, on y est presque. Voilà, donc là j'ai présenté mon doigt pour déverrouiller le pass et l'iPhone a envoyé le pass sur cette application. Je le refais. Comme vous le voyez, le pass est un message relativement court, c'est du Apple VAS, donc on a droit à 64 octets, on met ce qu'on veut dedans. Là, c'est un des passes générés par le système en ligne SpringPass que je vous ai montré tout à l'heure. Et le message va dans un seul sens, il va de l'iPhone vers l'application. Donc il est horodaté, ce qui nous permet de vérifier, il est bien 8h22 en UTC, 8h23 en l'occurrence en UTC, ce qui nous permet de vérifier que ce n'est pas un rejeu, il n'y a pas d'authentification dynamique. J'ai ici une fenêtre un peu plus technique avec la trace de l'échange. Donc vous pouvez voir, pour les gens qui s'intéressent au niveau sécurité, tous les échanges qu'il y a entre le lecteur, entre l'application, on va dire, qui est là, et le smartphone, avec la transaction cryptographique ECC sécurisée. Je vais fermer cette application et passer tout de suite à sa contrepartie dans le monde Google. Alors, l'application de lecture SmartTap est déjà un peu plus volumineuse, tout simplement parce que le système SmartTap renvoie plus de données au lecteur. J'ai mis ça en route, je vais présenter le smartphone. Alors, il est déjà déverrouillé, tout simplement parce que sur ce smartphone-là, le lecteur d'empreintes digitales est au dos, donc je ne peux pas le déverrouiller en même temps que je le présente sur le lecteur. Vous voyez que la transaction a pris à peine plus de temps, par contre elle a ramené beaucoup plus de données. On trouve une donnée à peu près équivalente, un message assez court, mais en même temps il y a des informations concrètes sur le langage que supporte le smartphone, qui permet éventuellement d'afficher un message dans la langue de l'utilisateur. Et là c'est un pass relativement simple, on pourrait rajouter toutes sortes d'autres données et récupérer un gros fichier JSON avec toutes les données contenues dans le pass. La transaction, c'est pareil, elle s'exécute, on est en PCSC, donc elle s'exécute sous le contrôle du PC, avec ce coup-ci une authentification dynamique et des clés échangées dans les deux sens. Donc c'est plus complexe, mais vous verrez tout à l'heure que le lecteur est aussi capable de la faire tout seul quand il est en mode RFID scanner. Donc ça nous amène au mode lecteur intelligent, dit Smart Reader. En mode Smart Reader, la transaction va être exécutée directement dans le lecteur, contrairement au mode PCSC où on fait tourner une application sur une machine, un Linux, un Mac ou un Windows, éventuellement un Linux embarqué. Là, on a un lecteur qui va avoir de l'intelligence et qui va exécuter tout seul la transaction de lecture. Les Secure Elements qui sont dedans, donc je vous rappelle, il y a un SAM AV pour la sécurisation des clés AES et RSA et un ATECC pour la sécurisation des clés ECC. Les Secure Elements vont assurer la protection des clés et l'exécution dynamique des authentifications sans que les clés ne transitent sur les bus internes du lecteur. Une fois qu'on a lu une donnée,
il y a deux façons de la transmettre à celui qui en a besoin, que ce soit un host Android, iOS ou Windows ou autre. C'est soit de faire un push vers une application dédiée, ce qu'on va voir dans une des démos, soit de fonctionner en émulation clavier, c'est-à-dire le mode RFID scanner que vous connaissez peut-être déjà avec le Proxenol. Alors quand on est sur un lecteur USB, pas en Bluetooth, mais quand on est sur un lecteur USB, on peut aussi le configurer en émulation de port série et récupérer un flux de données assez simple à partir d'un terminal série, ce qui permet de s'interfacer avec des logiciels un peu plus anciens qui ont l'habitude de recevoir un lecteur de code barre, par exemple sur port série. Je ne vous ferai pas cette démo-là aujourd'hui, ça serait trop long. Donc nous allons prendre le lecteur qui est configuré en mode WebSocket et faire une démonstration de lecture par WebSocket. Donc, je retrouve l'écran de démo, je retrouve le logiciel SpringCard Compagnon. Je vais essayer de vous le remettre là-dessus. Voilà, donc, SpringCard Compagnon, il a une page, alors attendez, j'ai une fenêtre qui est verrouillée à cause de la caméra, c'est assez désagréable. Voilà, j'ai réussi à la redimensionner. Il a une page événement en temps réel qui est ici et qui va me permettre de voir en temps réel les passages de badge sur un lecteur en mode Smart Reader dans un flux WebSocket. Alors l'intérêt de SpringCard Compagnon, de flux WebSocket, c'est qu'on est sur un système qui est proche des applications en mode web, enfin qui est même une application en mode web. Donc ça parle d'API REST, ça parle de serveur WebSocket, et donc ça vous permet de développer de nouvelles applications autour des technologies web d'aujourd'hui, notamment Node.js, mais aussi faire des applications en Python par exemple. Donc ça affranchit le développeur de toutes les problématiques d'accéder à travers des DLL ou à travers des API système à des produits qui sont peut-être un peu déconcertants pour quelqu'un qui a plus l'habitude du développement des applications web. Donc là, on est sur un système qui nous permet de faire un syncrétisme assez heureux entre l'accès au matériel, hein, l'accès, ici là vous avez un tag EPCHF, donc un tag RFID, tout ce qui est le plus moderne, sur un lecteur moderne, et en même temps vous y accédez avec des technologies qui sont les technologies d'aujourd'hui au niveau web. Donc ça, c'est ma petite démo WebSocket, et je peux vous faire à peu près la même chose sur la lecture de données avec un lecteur en mode émulation de clavier. Alors l'émulation de clavier, c'est très simple, il y a juste à présenter son badge sur le lecteur, ouvrir n'importe quelle application, la plus bête c'est le bloc-notes, et sans aucun effort de l'application, bloc-notes c'est la plus bête, le lecteur va nous obtenir la donnée qui est disponible dans le tag. Alors on va reprendre tout de suite un iPhone et on va faire la démo en fait de lire le tag AppleVAS grâce à notre lecteur PUC configuré en RFID scanner. Donc cette fois-ci, je n'ai pas de fenêtre de console développeur à vous montrer. Je n'ai absolument pas de données, de clés ou de cryptographie qui passent sur le PC. Tout s'exécute à l'intérieur du produit. Les clés sont stockées à l'intérieur du produit. Et tout seul, il va exécuter la transaction de lecture. Et ensuite, simuler une saisie clavier grâce à son cordon USB. Je fais la même manip avec le lecteur, avec le Android, j'y suis presque. Non, j'y suis pas. J'ai perdu la config. Voilà. Donc là, nous avons la même donnée que tout à l'heure, qui est saisie au clavier dans mon bloc-notes, ce qui montre que grâce à un PUC configuré de manière correcte pour lire vos passes, vous pouvez accéder à la dématérialisation de cartes de fidélité ou autres sur smartphone sans avoir forcément à maîtriser côté développement applicatif toute la cryptographie sous-jacente qui peut être rebutante et complexe quand on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. J'en passe directement à la même démo sur l'émulation clavier en Bluetooth. C'est-à-dire que là, nous allons remplacer ce lecteur-là qui est branché en USB par un lecteur qui est celui-ci en Bluetooth. Et je vais essayer de retrouver ma tablette. Voilà, la tablette est là. Et là, ce coup-ci, je vais sur l'écran d'accueil de la tablette et je prends n'importe quelle application. Je n'ai pas de bloc-notes sur la tablette, mais j'ai
un système de notes, enfin l'application classique Google Keep pour prendre des notes, et je vais présenter mon badge. Alors là, je prends un forfait de ski au hasard, hein, et vous voyez que ça tape le numéro du forfait de ski. J'en ai un autre, ça tape un autre numéro. Tout ça en Bluetooth. La tablette est à côté et le lien se fait en Bluetooth entre les deux. Si on regarde les paramètres de la tablette, on peut voir qu'on est connecté sur un SpringCard Puck KBD, donc keyboard, qui nous permet donc de saisir au clavier sans avoir besoin de recopier laborieusement le numéro qui est écrit au dos du tag. Je vais fermer tout de suite cette application avant qu'elle ne m'encombre et je vais passer à l'écran suivant. Voilà pour les principales démonstrations que je voulais vous faire avec le Puck aujourd'hui. Pour aller plus loin, avec le Puck, il sait faire beaucoup plus de choses encore que ce que nous pouvons vous montrer en une trentaine ou une quarantaine de minutes, notamment la mise à jour rapide et sans manipulation avec compagnon, que je vous ai déjà évoqué tout à l'heure. La possibilité de faire l'émulation de cartes, grâce au PN5180, ce lecteur peut aussi devenir une carte, donc qui permet différentes mises en œuvre de transactions avec des smartphones, notamment où le smartphone vient lire le lecteur plutôt que le contraire. On peut aussi l'utiliser pour développer ou tester des applications cartes. Il est aussi capable de faire des échanges NFC en peer-to-peer, le fameux ISO 18092 NFC IP1 ou le peer-to-peer du NFC Forum. Il sait lire des tokens BLE. Alors ça, c'est spécifique au Puck Blue, évidemment, puisqu'il faut une interface Bluetooth, mais les tokens BLE, c'est quand vous avez un smartphone qui n'a pas de NFC, qui n'est pas capable de faire d'émulation carte, ce qu'on peut faire, c'est mettre une application dans le smartphone qui envoie régulièrement des données, ou qui même envoie des données de manière sécurisée. Et donc, il y a un certain nombre d'applications, style Spring Blue chez nous, ou PackID chez Orange, pour ne pas les citer, qui peut envoyer des données vers un Puck en mode Bluetooth, en mode récepteur de token BLE. Nous avons aussi la possibilité de stocker dans le produit des données utilisateurs ou des clés de licence, ce qui vous permet de vendre un bundle entre un lecteur, un Puck, en l'occurrence, et votre logiciel, tout en étant certain que votre client ne va pas dupliquer votre logiciel ou acheter des Puck ailleurs, puisque vous aurez lié le matériel ou la licence à votre produit. J'en profite à ce propos pour vous montrer le site web docs.springcard.com qui contient désormais toutes nos documentations à l'intention des développeurs et des intégrateurs, notamment pour tous les produits de la famille SpringCore dont fait partie le Puck. Vous avez cette doc qui est très complète avec tout le contenu de la mémoire non volatile et notamment ce que je vous disais, les données d'intégrateur, les données d'inventaire qui vous permettent d'identifier les produits. Qu'est-ce que j'ai oublié? La personnalisation du nom du lecteur. Donc là, si vous vous souvenez de ce que je vous ai montré sur la tablette il y a quelques secondes, le Puck s'appelle Puck KBD pour keyboard, mais vous pouvez aussi lui donner un nom propre à l'utilisateur, ce qui vous évite de vous mélanger si vous en avez pas mal dans votre entreprise. Et vous pouvez retrouver ce concept-là sur la liste des produits connectés ici. Ils ont tous un nom d'inventaire et on pourrait changer leur nom, ce qui permet de savoir lequel est lequel sans avoir besoin de parcourir tout son paquet. On peut aussi personnaliser la couleur des LED. Alors vous avez sans doute remarqué que certains sont bleus, d'autres sont rouges, d'autres sont blancs. Il y a toute une gamme de couleurs qui sont disponibles et qui vous permettent de le personnaliser en fonction de l'identité visuelle de votre entreprise ou de comment vous voulez l'identifier sur votre bureau. Éventuellement, à partir de certaines quantités, on peut aussi personnaliser la face avant, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste le logo SpringCard, on peut faire une sérigraphie sur mesure. Voilà. Après, il y a encore plein d'autres fonctions
qui serait trop longue d'évoquer ici, mais je vous fais confiance aussi pour nous solliciter, pour rajouter des fonctions dedans. On a une plateforme nouvelle, une plateforme puissante, une plateforme évolutive pour de nombreuses années, qui va nous permettre aussi de faire vivre ce produit avec des développements ou des intégrations spécifiques clients, et donc l'adapter finement à tous vos besoins et à tous les usages d'aujourd'hui et surtout de demain pendant de nombreuses années. Voilà pour ma présentation. Donc maintenant, je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. Alors, nous avons une première question. Pour le Blue, peut-il réveiller la tablette lors de la lecture d'une carte? Alors, c'est une question intéressante qui va nécessiter des heures de réponse. Non, je rigole, il nous reste une dizaine de minutes. Le Puck Blue peut fonctionner relié à une tablette en deux modes. Le mode le plus simple, évidemment, c'est le mode émulation clavier, où là, il n'y a pas de logiciel à installer, on le configure comme n'importe quel clavier Bluetooth, et il ne va pouvoir réveiller la tablette que si la tablette est en veille légère, si la tablette est configurée pour se réveiller sur une action clavier. À ce moment-là, spontanément, le produit va pouvoir réveiller la tablette. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est plus une question de paramétrage côté tablette. Par contre, il faut être conscient que dans ce cas-là, la tablette et le produit restent en connexion Bluetooth active. Donc ça consomme évidemment plus que si on passe en veille profonde. Par contre, si on est sur une mise en œuvre applicative où on utilise un développement spécifique à travers nos librairies ou même juste en se connectant sur le GATT, sur le profil Bluetooth du produit, à ce moment-là, on a beaucoup plus de liberté et on peut configurer le produit pour passer en mode veille plus profonde. Et à ce moment-là, il va mettre sa liaison Bluetooth en mode basse consommation, c'est-à-dire la tablette et lui vont échanger des messages seulement toutes les 1-2 secondes, peut-être moins. Et du coup, vous avez un mode de communication qui peut être maîtrisé, qui au niveau alimentation, donc qui certainement pourra durer plus longtemps. Par contre, il y a plus de développement et de paramétrage à faire côté tablette. Autre question, la consommation du Puck en connexion USB. Alors, nous avons un produit qui est un petit peu plus péchu que la génération précédente au niveau composants électroniques. Il tourne plus vite, il a beaucoup plus de mémoire. Donc on pourrait croire qu'il consomme plus, mais en fait, grâce à l'amélioration continue des process au niveau de l'électronique, il consomme plutôt moins. Donc on est aux alentours de 125 mAh en fonctionnement typique. Après, ce qui consomme le plus dans ce produit-là, il faut en être bien conscient, c'est les LED. La RFID, ça se maîtrise, on peut régler les cycles pour diminuer la consommation moyenne. Par contre, quand on veut de la lumière, là, ça consomme plein pot. Donc avec toutes les LED allumées en blanc, je suis capable de vous en sortir 250 mAh. Par contre, il y a tout un paramétrage, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le paramétrage par défaut fait que le produit passe en mode économie lumineuse après quelques secondes d'inactivité. Donc en gros, quand vous le branchez, il est allumé pendant quelques secondes, puis s'il n'y a pas de carte dessus, il va diminuer fortement sa luminosité pour diminuer fortement sa consommation. Si vous remettez une carte, il s'allume plein pot, et au bout de quelques secondes, après que vous ayez fait la transaction avec la carte, si la carte reste posée dessus, il va aussi rediminuer sa lumière. Donc tout ça, ça se paramètre, mais par défaut, il est configuré pour ne pas éclairer plein pot, puisque c'est effectivement les LED qui vont consommer le plus sur ce genre de produit. J'ai une autre question sur est-ce qu'un driver PCC Lite pour Raspberry Pi ou pour Raspbian est disponible? Alors la réponse c'est oui en USB. En USB, on est sur une stack CCID au niveau du driver USB, et donc on est compatible avec le driver CCID open source qui est développé par Ludovic Rousseau, que je salue au passage. Ludovic Rousseau prend la norme CCID, il l'implémente dans Linux, et nous on prend la norme CCID, on l'implémente dans nos produits, et donc tout ça c'est compatible, ça marche tout seul. Pour Raspbian, je crois même que c'est intégré sous forme binaire dans la distribution, mais de toute façon sur n'importe quel Linux, à partir du moment
moment où ce Linux supporte libUSB dans une version relativement stable, c'est-à-dire s'il n'y a pas de bug sur l'implémentation libUSB, vous n'aurez aucun problème à compiler PCSC Lite et le driver CCID. Leur seule dépendance, c'est libUSB. Donc dès que libUSB est disponible sur un Linux, vous pouvez, quitte à devoir le recompiler, faire tourner le driver USB. En Bluetooth, par contre, nous n'avons pas de solution à l'heure actuelle sur ce produit-là. On préfère se focaliser sur Android et iOS, qui sont les mises en œuvre plus classiques sur du Bluetooth. Quatrième question, le PUC va-t-il remplacer le Proxenrol? C'est une question qu'il faudrait plutôt poser à nos clients. En fait, ça va essentiellement dépendre de vous. Le PUC apporte beaucoup de choses de plus que le Proxenrol. Maintenant, le Proxenrol, c'est un produit que vous connaissez, qui est qualifié et que vous pouvez avoir envie d'acheter encore pendant des années. Donc, les deux vont cohabiter tant qu'il y a de la place pour les deux dans notre carnet de commandes. Il n'y a pas du tout d'obsolescence annoncée sur le Proxenrol. Ce n'est pas du tout la politique de SpringCard. On a plutôt tendance à lutter contre l'obsolescence programmée et éviter d'arrêter des produits qui sont encore faciles à fabriquer. Donc vous n'avez pas de problème dans les années qui viennent pour continuer à provisionner des Proxenrol. Par contre, si tout le monde veut du PUC, au bout d'un moment, évidemment, le Proxenrol prendra une retraite bien méritée. Et enfin, cinquième question, pouvez-vous proposer des cartes VAS? Alors, je vais essayer d'interpréter la question parce que ce n'est pas forcément le mot carte que j'aurais mis en avant. Si la question concerne la possibilité de fournir des passes dématérialisées sur Apple VAS ou sur Google Smart App, nous savons effectivement le faire. Nous avons mis en place ce site pour montrer que nous savons le faire. En fait, quand vous voulez vous lancer dans le monde de la dématérialisation sur Smart App ou sur Apple VAS, la principale difficulté est d'appréhender un corpus de documentation qui est touffu. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Et quand vous avez passé cette difficulté-là, vous en avez une deuxième, qui est d'avoir l'autorisation de Apple ou de Google de lancer votre service. En fait, pour pouvoir lancer votre service de distribution de passes, il faut que vous disposiez d'une clé développeur, d'une clé de signature de vos applications et de vos passes, une clé développeur qui soit approuvée pour faire du pass NFC. Et les politiques de ces maisons-là, et on les comprend, c'est de vérifier que votre application va être sympathique, va avoir un attrait dans le grand public, va être utile pour le grand public, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de se manger du support ou pire du bad buzz utilisateur en disant les passes ça marche mal, et que ça soit plutôt de votre faute que de la leur. Donc ils ont tendance, je pense, à restreindre un petit peu la diffusion des passes pour vérifier que votre implémentation est pertinente pour le grand public. Aujourd'hui, c'est effectivement plus simple de nous solliciter pour travailler ensemble sur un service de distribution de passes que d'ouvrir vous-même votre propre service, parce que outre la difficulté d'appréhender toutes les docs, il y a aussi la difficulté d'avoir leur approbation pour mettre en ligne votre service. Voilà, est-ce que j'ai encore une autre question? Je crois que c'est tout. J'avais 5 questions, elles sont terminées. Donc, de toute façon, il y a d'autres questions qui vont continuer à arriver, je ne me fais pas le doute, elles sont les bienvenues. Nous y répondrons soit sous forme d'une newsletter, soit sous forme de réponses individuelles dans l'historique de l'échange sur le webinar. Et je vous invite de toute façon, si vous avez des questions particulières, à nous connecter soit les commerciaux sur sales@springcard.com, soit directement l'équipe technique sur support@springcard.com. Ah, j'ai une 6e question qui est arrivée. Le PUC sera-t-il décliné en version OEM? Il ne faut jamais dire jamais, disait quelqu'un. Cependant, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure idée, parce que je vais me retourner le temps de chercher un PUC ouvert. Ne bougez pas. C'est vrai que jusque-là, j'ai essayé de me focaliser sur les usages et je n'ai pas trop parlé de technique, mais je vais vous présenter le PUC ouvert. C'est lui-là. Donc c'est un produit qui, contrairement au Proxenrol, est en 2 cartes électroniques. Tout simplement parce que l'antenne est bien plus grande et bien meilleure au niveau caractéristiques radio quand on sépare l'antenne de
toute la tripaille, on va dire, enfin tout ce qui fait le cœur du produit, toute la partie complexe, elle est en dessous. Mais cette partie-là, évidemment, il y a de l'USB, il y a du Bluetooth, donc il y a toutes sortes de fréquences qui cohabitent dessus. C'est pas forcément une bonne idée de le mettre au milieu d'une antenne. Donc c'est bien que ça soit en dessous. Et en plus, ça nous apporte une amélioration concrète par rapport au Proxenroll. C'est que si vous vous retrouvez sur un objet métallique, bon, c'est pas une bonne idée, hein, parce que le sans contact ou la radio, d'une manière générale avec le métal, c'est pas fait pour. Ça crée des courants de Foucault dans le métal, ça désaccorde les antennes, c'est clairement pas fait pour. Mais en tout cas, c'est moins pire sur un puck que sur un Proxenroll, puisque sur un Proxenroll, l'antenne se retrouve plus proche de la base métallique. Donc, pour plein de raisons, on a privilégié cette architecture à 2 cartes. Et du coup, oui, on peut imaginer faire un produit OEM qui ressemble à celui-là, mais je pense qu'au niveau intégration, c'est pas forcément l'idée du siècle. Par contre, je peux me retourner encore et chercher un autre produit qui est le Spring Park. Alors le Spring Park, c'est il a une étiquette, on est dans un bureau d'études, donc ils ont tous une étiquette un peu particulière. Le Spring Card, c'est un produit qui est aussi en 2 parties, mais avec une antenne un peu plus volumineuse et une carte électronique qui a exactement les mêmes caractéristiques que le puck. Hein, on a un slot SAM, un slot SIM ou SAM pour une carte de sécurité. On a de l'USB, bon, il est là, mais c'est de l'USB aussi. On a un truc en plus, c'est de l'Ethernet, mais on peut faire une version. On a aussi une version possible sans Ethernet. Et lui, il est vraiment fait pour intégrer en OEM. Il est beaucoup plus adaptable à toutes les situations. Maintenant, évidemment, la grosse antenne, c'est pas forcément le plus confortable, mais l'avantage, c'est que c'est au bout d'un fil, donc on a aussi toute une gamme d'antennes possibles sur ce produit-là pour l'adapter à toutes les situations. Donc il faudra, en fonction des projets, discuter ensemble de l'opportunité. J'ai rien contre faire un puck OEM sur certains usages, notamment parce qu'il fait une belle lumière, mais il faut être conscient que mécaniquement, ça peut être plus intéressant d'utiliser un produit rectangulaire ou un produit qui est vraiment fait pour l'EM dès le début. Voilà, donc c'était la 6e et dernière question. Il est 10h47, on avait dit jusqu'à 10h45. J'ai 2 minutes de retard, donc je propose de vous libérer là. Je vous remercie de votre attention. Vous n'hésitez surtout pas à contacter tous les gens de SpringCard si vous avez des questions sur le puck ou sur d'autres produits. On est là pour vous aider à choisir le bon produit et aussi à mettre en route et à mener jusqu'au succès tous les produits qui vont avec. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir très bientôt pour un autre webinaire pour vous présenter d'autres solutions SpringCard. Au revoir.